Le premier épisode de ce podcast est accessible gratuitement. Pour écouter la suite, rendez-vous sur le site ou l'application Mediapart. De l'enquête au procès, les grandes affaires de Mediapart en podcast. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y a quelques mois, il est devenu l'un des ministres honnis de la gauche. Pour ceux qu'il a défendu, la réforme des retraites, mais surtout pour ceux qu'il a trahi, ses engagements passés. Car avant d'être ministre du Travail, Olivier Dussopt a été un prometteur député socialiste, issu du monde ouvrier, aux convictions revendiquées. En rejoignant les macronistes pour un poste de prestige en 2017, il est devenu l'incarnation de l'opportunisme en politique. Mais il n'y a pas qu'à l'Assemblée nationale que son passé l'a rattrapé. En mai 2020, Mediapart publie une enquête sur les activités qu'il a eues comme maire en Ardèche. À l'époque, il a attribué des marchés à la SOR, un des leaders du marché de l'eau, qui au même moment lui offrait des lithographies d'un de ses artistes préférés. Sans tarder, la justice décide alors d'enquêter. 3 ans plus tard, son procès va s'ouvrir ce 27 novembre, alors qu'il a encore été promu entre-temps par Emmanuel Macron, dont il est devenu un des ministres les plus emblématiques. Dans ce premier épisode, Mathieu Magnodex et Antoine Rouget ne rentrent pas dans le détail de l'affaire qui lui vaut un procès. Ils vous racontent le parcours d'un élu qui s'est beaucoup contredit au fil des années, dans ses choix politiques comme dans ses principes éthiques. Dussopt, en eau trouble. Épisode 1. Itinéraire d'un opportuniste. Olivier Dussopt, 28 ans, député de l'Ardèche. À Paris, le jeune Ardéchois est un homme pressé. Ni chauffeur, ni voiture, le jeune député préfère les transports en commun. C'est très bien le métro, c'est plus facile, ça me permet de gagner du temps. C'est pour lui comme une rentrée des classes dans un nouvel établissement. Olivier Dussopt est un peu seul, il lui faudra un peu de temps pour se faire des relations, mais il ne manque pas d'ambition. Mathieu Magnodex, tu suis la politique à Mediapart à partir de 2012. Tu rencontres Olivier Dussopt à cette époque-là. Qui est-il ? À ce moment-là, Olivier Dussopt est un député socialiste. Il est le Benjamin de l'Assemblée nationale quand il est élu député socialiste de l'Ardèche en 2007. Et à ce moment-là, il fait partie de l'aile gauche du Parti socialiste, tellement proche de Martine Aubry, qui est alors la figure de l'aile gauche du PS, que il l'appelle en privé maman, c'est-à-dire sa proximité personnelle, affective et politique avec elle. C'est le fils d'un ouvrier d'Annonay en cette petite ville industrielle et rurale de l'Ardèche. Et pendant ce quinquennat sous Nicolas Sarkozy, il va vraiment être une des personnalités politiques qui comptent dans la gauche socialiste et qui combattent la politique du gouvernement de Nicolas Sarkozy, notamment au moment de la réforme des retraites de 2010, qui consiste à reporter l'âge légal de 60 à 62 ans. Alors on y reviendra tout à l'heure sur cette fameuse réforme de la retraite, mais en tout cas, toi, quand tu le rencontres, tu apparais comme un député travailleur. Tu l'as dit, courageux et sincère. Tu as une relation avec lui, je ne sais pas si on peut la qualifier de privilégiée, mais en tout cas, c'est un interlocuteur intéressant pour toi, vu le discours qu'il tient sur le mariage pour tous. Oui, c'est un interlocuteur intéressant parce que c'est un des députés socialistes les plus engagés dans la défense du mariage des couples de même sexe et aussi de l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Il va faire d'ailleurs un discours à l'Assemblée nationale extrêmement fort au moment de ces débats qui sont, il faut le rappeler quand même, particulièrement violents. On entend des choses particulièrement violentes sur les homosexuels, sur les lesbiennes. Et lui va faire un discours à la tribune de l'Assemblée nationale où il est extrêmement ému, il a les larmes aux yeux, et où il parle de la détresse des enfants homosexuels. Assemblée nationale, avril 2013. Je donne la parole à Monsieur Olivier Dussopt. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Ce vote conforme des principales dispositions du projet de loi et j'avais souligné les difficultés que rencontrent aujourd'hui encore des adolescents qui découvrent leur homosexualité, des adolescents blessés par la haine de certains propos, encore aujourd'hui, et parfois plus encore par la réaction de leurs proches. Ces jeunes confrontés à des regards interrogateurs, des insultes, mais aussi le rejet de leurs propres parents parfois. Je veux aujourd'hui vous parler des familles homoparentales. À toutes ces familles, je veux dire que nous sommes extrêmement fiers de voter cette loi. Et pour une seule et unique raison, on sait simplement que la vie est plus belle, que notre civilisation sera plus rayonnante lorsque nous aurons fait encore plus pour l'égalité. Merci à vous.
Merci, monsieur Dussopt. Et à l'époque du mariage pour tous, dans les échanges que tu as avec lui, il te fait part d'éléments de sa vie privée ? En fait, la discussion vient assez vite, et elle vient aussi assez vite en raison de, finalement, nos deux personnalités. Moi, je suis journaliste et je suis par ailleurs homosexuel. Je m'intéresse à ces débats aussi pour ça, et je tiens à couvrir ce qui se passe là, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'historique, mais historique aussi dans la façon dont il y a un déferlement d'homophobie à ce moment-là dans la société, encouragé par les politiques et la Manif pour tous. Et Olivier Dussopt, il est directement concerné parce qu'assez vite dans la conversation, en aparté comme ça, il me dit tout simplement qu'il est homosexuel lui aussi. Et donc il y a une résonance forte qui explique d'ailleurs son discours très ému, qui explique, y compris, je crois me rappeler à l'époque, ses hésitations de parler de sa propre homosexualité à la tribune de l'Assemblée nationale. Finalement, il le fait pas. Mais il est travaillé personnellement, évidemment, par ce qui se dit. Il faut comprendre aussi que la politique, c'est un milieu très viriliste, où Olivier Dussopt a souvent pensé que il valait mieux ne pas trop parler de son orientation sexuelle parce que ça pouvait poser des problèmes politiques pour accéder à des postes, pour gagner en responsabilité, ou ce qu'il craignait peut-être des répercussions au niveau local, que finalement ses électeurs ne voient plus que ça, d'une certaine façon. Et toi, dans ton rôle de journaliste, est-ce que tu le pousses d'une certaine façon à s'outer ? Est-ce que tu insistes dans tes questions, lui demandera pourquoi il ne le fait pas ? Est-ce qu'il y a ce type de dialogue qui peut exister avec un journaliste qui, en essayant de comprendre, peut d'une certaine manière insister, argumenter, ou bien est-ce que tu restes dans une certaine forme de distance ? Alors il se trouve qu'à ce moment-là, ces débats entre guillemets, je mets toujours entre guillemets parce que c'est extrêmement violent, du mariage des couples de même sexe, finalement me traversent aussi en tant que journaliste, et avec d'autres amis ou des gens que je connais, on lance l'association des journalistes LGBT, tout simplement en se disant en fait c'est plus possible que les rédactions laissent passer des propos homophobes comme ça, sans filtre, qu'il faut s'organiser, et en fait ce n'est pas faire la police de la pensée, c'est juste dire aux rédactions, soyez responsables dans ce que vous diffusez, ce que vous transmettez comme propos, qui peuvent être des propos extrêmement problématiques, extrêmement dangereux. Et donc, une des choses dont nous faisons le diagnostic à l'époque collectivement au sein de cette association, je suis par ailleurs toujours journaliste politique, c'est que il y a très peu de personnalités qui sont out dans l'espace public, dans les différentes sphères médiatiques, politiques, artistiques. Et donc à ce moment-là, quelques années après, enfin on est en 2015, il y a la marche des fiertés de juin 2015 qui approche, et là je me dis, je vais faire un article autour du fait que dire son homosexualité en politique, ça reste extrêmement difficile. J'appelle différents élus out, qui ne sont pas très nombreux à l'époque, des députés, des sénateurs, des hommes et des femmes, et à ce moment-là, je recontacte Olivier Dussopt en lui disant, je pense que ça pourrait être intéressant dans cet article que votre homosexualité soit mentionnée. Que répond-il ? Il répond qu'il hésite, qu'il a peur. Il a peur que ce soit repris seulement uniquement par la presse communautaire, par Yag ou Tétu, que ce soit vu comme un engagement militant, et qui donc finalement prendrait le pas sur d'autres engagements qu'il peut avoir. Il a peur, personnellement, je me rappelle d'une formule qu'il me dit à l'époque, de pas être assez costaud, de pas pouvoir encaisser le fait que son homosexualité soit rendue publique. Un argument qu'on peut tout à fait entendre. Il invoque aussi des raisons familiales, que tout le monde n'est peut-être pas prêt à voir ça publié. Voilà. Et puis finalement, il le fait pas. Il le fait pas, et c'est un choix que tu comprends à l'époque. Évidemment. On va faire un peu un saut dans le futur. Finalement, il va le décider de révéler son homosexualité dans un moment politique très particulier, quelques années plus tard. Donc cet article, il était en 2015, où finalement Olivier Dussopt ne témoigne pas, ne dit pas son homosexualité dans l'article. Et ensuite, il va poursuivre son parcours politique, devenir proche de Manuel Valls, rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron en 2017 et devenir le ministre que l'on connaît aujourd'hui dans différentes fonctions, jusqu'à ministre du Travail, où il va évidemment défendre la dernière réforme des retraites. Pendant ces années-là, il n'y a pas eu d'autres articles où la question de son homosexualité était évoquée. Et tu ne l'as pas relancé, toi ? Je ne l'ai pas relancé, j'ai changé d'activité, je suis devenu correspondant aux États-Unis, j'ai plus de contact quotidien, même du tout avec Olivier Dussopt. Et puis arrive
cet entretien dans Tétu en mars 2023, qui est titré sur le 49.3, où à la fin, Olivier Dussopt, donc dans un entretien qui concerne beaucoup la réforme des retraites, finit par dire que sa vie privée n'est ni un secret ni un sujet, qu'il n'a jamais été dans la dissimulation, et donc parle de son homosexualité. Dans un moment où il est très mal politiquement. Dans un moment où il est très mal politiquement. Alors il dit dans cet entretien que je ne suis pas en train de faire une diversion. Si on avait fait cet entretien à un autre moment, je vous aurais fait les mêmes réponses. Sauf que, justement, des années avant, je lui avais proposé finalement un cadre pour dire d'une façon ou d'une autre son homosexualité, parce que je pensais que c'était important. Mais bon, évidemment, la question du timing pose vraiment des questions. D'ailleurs, c'est relevé par les journalistes de Tétu, qui disent ils nous assurent que ce n'est pas du tout opportuniste. On ne sait pas quel est évidemment le calcul derrière. On peut se dire quand même qu'il y a là, cette fois-ci, une volonté de tirer une forme de cartouche qui serait une cartouche d'humanité, quoi, de parler de lui, de parler de sa personnalité, de donner des éléments qui permettent, dans un contexte politique difficile, de montrer que il n'est pas le ministre de l'affreuse réforme des retraites. C'est pas la première fois qu'il parle de sa vie privée, sans faire de révélations à l'époque. Il a déjà mis en scène, ou en tout cas parlé du milieu d'où il venait, il a parlé de sa mère, il a parlé de son père. Ce sont des choses fréquentes en politique ? Oui, chaque politique, je pense, raconte à ses électeurs une histoire qui est censée coller avec son parcours politique, ce qu'il incarne, les valeurs qu'il défend. Il est vrai que dans cette période où il est jeune député socialiste, y compris dans la période où moi je commence à le croiser beaucoup à l'Assemblée nationale à partir de 2012, il est à ce moment-là député depuis 5 ans, et évidemment, y compris dans ses prises de position contre la réforme des retraites, il s'appuie beaucoup sur l'histoire personnelle qu'il a de parents ouvriers, il s'appuie beaucoup sur les vies concrètes des gens d'Annonay qui ont travaillé toute leur vie et qui se retrouvent usés à 60 ans. Et puis il a une sortie qui est relaté à l'époque dans le Canard enchaîné, qui fait un peu parler. C'est au moment où on parle de l'abattoir GAD et où Emmanuel Macron, qui est alors ministre de François Hollande, fait une déclaration assez générale sur les femmes illettrées qui travaillent dans cette usine. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, juin 2014. Dans les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Comment il réagit à cette phrase, Olivier Dussopt, à l'époque ? Le ton monte vraiment à l'entrée de l'hémicycle entre Emmanuel Macron et Olivier Dussopt, au point qu'ils en viennent presque aux mains et que Henri Emmanuelli, qui est aujourd'hui décédé, figure de l'aile gauche du PS, doit les séparer. Et il dit à l'époque dans Mediapart, j'ai dit à Emmanuel Macron combien ça m'avait mis en colère que ces mots plus que maladroits sont une insulte faite à toutes ces femmes. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron va s'excuser de ses propos. Et donc, on part d'une situation où vraiment, pour lui, Emmanuel Macron représente vraiment la dérive libérale. Et il le fait savoir, parce que donc cette scène que tu relates dans Mediapart, c'est lui qui te la raconte. Il la raconte à d'autres journalistes, et de toute façon, beaucoup de députés l'ont vu, donc ça se sait. Et pourtant, à partir de la fin du quinquennat de François Hollande, Olivier Dussopt va considérer que la gauche du PS ne porte plus ce qu'il pense et par ailleurs n'est pas forcément un vecteur politique qui peut être intéressant pour lui, que le champ politique se droitise. Il voit aussi dans sa circonscription le Rassemblement national gagner du terrain, les électeurs populaires s'abstenir aussi de plus en plus. Et donc il va, pour aller très vite, se droitiser, soutenir Manuel Valls à la primaire socialiste. Mais à ce moment-là, je me rappelle d'échanges qu'on a eus en mars 2017, donc c'est avant la présidentielle, avant les législatives, il est un peu perdu politiquement. Et il dit, si je suis réélu, à quoi ça va servir ? Est-ce que je vais compter les morts ? Est-ce que je vais voir Macron gouverner avec une bande de technocentristes ? Je me souviens même d'un échange où moi je lui ai dit, Emmanuel Macron politiquement me fait penser à Louis-Philippe, le dernier roi, le roi bourgeois. Il me dit, ah ouais, c'est complètement ça, c'est exactement ça la ligne politique d'Emmanuel Macron. Et pourtant, il va rentrer au gouvernement. Antoine Rouget, toi tu arrives justement à Mediapart à ce moment-là, en 2017, où tu vas suivre les différents ministres dans leurs activités. Comment tu vis finalement ce changement assez subi de trajectoire d'Olivier Dussopt ? La particularité dans le parcours d'Olivier Dussopt, c'est qu'il est réélu député en juin 2017,
au second tour contre une candidate de La République En Marche, donc avec l'étiquette Parti Socialiste, et donc il est opposant, en théorie, à Emmanuel Macron. D'ailleurs, en novembre 2017, au moment du vote du budget à l'Assemblée nationale, il va s'opposer. Il avait voté contre la confiance du Premier ministre Édouard Philippe, et il va s'opposer et voter contre le vote du budget. À l'image de tous les socialistes. Voilà, il est clairement identifié dans l'opposition. Et au lendemain de ce vote contre le budget, Emmanuel Macron lui propose d'intégrer le gouvernement dans le cadre d'un élargissement et de la nomination d'un certain nombre de secrétaires d'État. Il accepte de devenir secrétaire d'État chargé de la fonction publique. 6 jours plus tard, ce qui est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République, il va se retrouver au Sénat, cette fois-ci en tant que représentant du gouvernement, à défendre le budget contre lequel il s'était lui-même opposé en tant que député, donc 6 jours avant. Quand tu dis ça, Antoine Rouget, ça peut donner une image catastrophique des politiques, de la classe politique qui ne serait intéressée que par des Marocains, des postes à obtenir. Est-ce que c'est le cas pour lui, ou est-ce que finalement c'est quelqu'un qui évolue parce que chacun a le droit d'évoluer dans sa carrière et dans sa vie politique? En réalité, sous le quinquennat précédent de François Hollande, Olivier Dussopt a été extrêmement déçu de ne pas avoir pu intégrer le gouvernement. Et Mathieu l'avait raconté dans Mediapart, à 2 reprises, il a échoué à intégrer le gouvernement. Et là, ça y est, Emmanuel Macron lui offre enfin cette possibilité-là. Bon, donc pour lui, il décroche le Graal, et ce qu'il a recherché pendant tant d'années, ce que le Parti socialiste n'a pas été en mesure de lui offrir, malgré le fief qu'il a pu constituer, malgré les réseaux qu'il avait intégrés, malgré la carrière politique. Pour lui, qui est quelqu'un qui a toujours été extrêmement vite, Benjamin de l'Assemblée nationale, il voulait être ensuite ministre, et donc là, Emmanuel Macron lui offre enfin cette possibilité-là. Et là, tu le disais, c'est toujours un peu compliqué de faire la part entre la sincérité d'un ministre qui évolue et la part d'ambition personnelle, mais comme le rappelait rapidement tout à l'heure Mathieu Magnodex, il y a un épisode à l'Assemblée nationale pendant la réforme des retraites qui va apparaître aux yeux de beaucoup, et notamment de son ancien camp politique, comme une véritable trahison. Ce qui est interpellant dans le cas d'Olivier Dussopt, c'est que ce sont les convictions même qui fondaient son engagement politique et la manière dont il le présentait quelques années plus tôt, notamment sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, sur lesquels il va totalement revenir. C'est le cas sur la retraite, et ça a été largement évoqué lorsqu'il a porté ce projet de loi de réforme des retraites, mais c'est aussi le cas sur tout un tas de sujets. On a parlé du budget contre lequel il s'oppose avant de le défendre 6 jours plus tard. On pourrait aussi parler par exemple de la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, alors que sous Nicolas Sarkozy, il défendait mordicus la nécessité de taxer les plus riches. Il plaidait en faveur d'une justice fiscale. Moi, à ce moment-là, je me suis plongé dans les archives de l'Assemblée nationale pour voir par exemple quelles étaient les questions écrites et orales posées par le député Olivier Dussopt en 2010 au gouvernement de Nicolas Sarkozy, et c'est vrai qu'on s'immerge finalement dans les eaux les plus profondes de ce que sont les renoncements en politique. L'ISF, la retraite à 60 ans. À l'époque, il plaidait pour une république irréprochable, s'indignait de la restriction des droits des migrants et des demandeurs d'asile, en disant que les mesures répressives n'ont que pour seul objet de tenter de contenir les flux migratoires au détriment des libertés fondamentales. Ce qui ne manque pas de sel quand on le voit, à partir de 2023, porter le projet de loi immigration, qui est un projet de loi extrêmement répressif, avec Gérald Darmanin. Ce retournement de veste que tu évoques, il est particulièrement illustré par un moment symbolique à l'Assemblée nationale où le député socialiste Iñaki Echaniz lui pose une question. Monsieur le ministre, il y a maintenant quelques semaines, vous receviez les partenaires sociaux pour évoquer la question des retraites et la réforme que vous souhaitez conduire. La main sur le cœur, vous êtes engagé devant nous et avant vous, le président de la République, à ne pas passer en force sur ce dossier et à mener une concertation approfondie, à rechercher une position de consensus. Malheureusement, la vérité est ailleurs. La concertation que vous avez promise apparaît pour ce qu'elle est, un simulacre destiné à faire croire que vous avez d'autres priorités que celles que vous souffle le MEDEF, et un mépris pour les propositions faites par les autres partenaires sociaux que vous recevez finalement sans les écouter ni les entendre. Monsieur le ministre, ma question est simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Antoine, pourquoi cette question est un piège?
En réalité, la question posée par le député Etchaniz correspond mot pour mot à la question qu'avait posée Olivier Dussopt en 2010, au moment où Nicolas Sarkozy défendait le passage de 60 à 62 ans. Question au gouvernement, Assemblée nationale, mai 2010. La parole est à Olivier Dussopt. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre du Travail et des Affaires sociales. Monsieur le ministre, ça fait maintenant quelques semaines que vous recevez les partenaires sociaux pour évoquer la question des retraites et de la réforme que vous souhaitez conduire. La main sur le cœur, vous vous êtes engagé devant nous et avant vous, le Président de la République, à ne pas passer en force sur ce dossier et à mener une concertation approfondie, à rechercher une position de consensus. Donc il reprend mot pour mot les arguments de son ancien camarade socialiste et Olivier Dussopt va répondre au député Etchaniz sans même comprendre qu'en fait il s'agit de la question qu'il a lui-même posée 13 ans plus tôt. Assemblée nationale, février 2023. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. À l'issue de la concertation, le texte que nous vous présentons n'est pas le même qu'avant la concertation. Nous avons progressé sur la question des carrières longues, à la fois pour tenir compte de ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans, ça n'était pas le cas précédemment. Sur l'amélioration du compte professionnel de prévention, nous avons retenu la quasi-totalité des demandes des organisations syndicales. Bien, monsieur le ministre, je vous remercie, la main sur le cœur, pour avoir répondu à la question que vous aviez vous-même posée le 4 mai 2010 à Éric Woerth, ministre en charge de la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. Depuis, des millions de personnes sont dans la rue pour dire non à votre réforme. Depuis, vous avez retourné votre veste pour devenir ministre de la casse sociale et de l'impôt sur la vie. Merci beaucoup. C'est terrible les archives en politique et on en sait quelque chose à Mediapart parce que les hommes politiques qui passent chez nous pour des interviews laissent des traces. Et une nouvelle fois, Olivier Dussopt va en être victime en quelque sorte, puisqu'en 2020, quand on révèle l'affaire, et tu en es un des auteurs, Antoine Rouget, qui va le mener à un procès très prochainement, on ressort des passages de l'émission qu'il a enregistrée chez nous en 2017, 3 ans plus tôt, où il s'exprime sur la probité et sur la transparence en politique. Je considère aussi à titre personnel que dès lors qu'un élu est condamné, parce que dans le cadre de ses fonctions, il a utilisé les prérogatives qui étaient les siennes pour s'enrichir, pour détourner, pour dévier et vicier l'intérêt public et bafouer l'intérêt général, je pense que ça devrait être éliminatoire. Et qu'au-delà de la question de justice, la moralité propre de chacun des individus devrait les conduire à s'effacer et à ne plus jamais solliciter la confiance de leurs concitoyens. Comment vous revisitez la gestion politique de l'affaire Cahuzac? C'est pas tant la question de la gestion par le gouvernement qui m'interroge. C'est le sentiment de la trahison. Vous le dites, Jérôme Cahuzac avait juré les yeux dans les yeux devant l'Assemblée et dans le groupe socialiste. Il avait juré, il avait donné sa parole, donc le sentiment de trahison est nécessairement là. Le gouvernement a réagi. Il a réagi lorsque les faits ont été avérés, lorsque Jérôme Cahuzac lui-même est passé aux aveux, et je me souviens parfaitement de la série d'articles que vous aviez publiés à ce moment-là. Et d'ailleurs, sans faire de lien avec le débat d'aujourd'hui, c'est quelques semaines après les aveux, en tout cas télévisés, de Jérôme Cahuzac, que je fais partie de ceux qui ont rejoint vos abonnés. Et c'est resté le cas depuis, y compris parce que vous êtes un média indépendant. Et c'est quand même une formidable richesse. Ce que vous avez fait sur cette affaire-là, comme sur d'autres, c'est aussi à mettre au crédit de tout ce qui permet en France, au débat public, d'assainir un certain nombre de situations. On a parfois l'impression, Antoine, que ce sont les hommes politiques qui en disent le plus sur la probité, qui la mettent le plus en avant, qui ensuite se font rattraper par la patrouille. Ça arrive assez fréquemment, effectivement, mais ça montre bien, à travers cette histoire-là, le coût que représente la constance en politique, de défendre des convictions, en fait. Et peut-être qu'Olivier Dussopt est extrêmement sincère quand il parle de la probité des autres dans cette émission-là, mais c'est vrai que du coup, 3 ans plus tard, quand on fait nos révélations et surtout la manière dont il va après se comporter suite à nos révélations, eh bien, montre encore une fois que c'est bien que les hommes et les femmes politiques revendiquent des engagements, mais c'est quand même un petit peu mieux qu'ils restent alignés avec ces engagements-là à l'épreuve des faits. Et dans le cas d'Olivier Dussopt, on va le voir, sur les questions de la probité, il est totalement inverse par rapport à ce qu'il déclarait quelques années plus tôt. À suivre. Pour écouter les prochains épisodes, rendez-vous sur le site ou l'application Mediapart.